fidèles spectateurs, votre nouveau numéro de l'année, la première émission de l'année, Grand H, Grand Homme. Nous recevons pour vous un grand, Doudou Montiri, reçoit pour vous M. Ndefi Sentiment, président de ce grand mouvement citoyen de son enfant. Il est aussi architecte, donc très heureux de revoir notre invité, il est permanent, et notre consultant aussi, en matière d'infrastructure. Bonjour, bonsoir, M. Ndefi Sentiment. Bonsoir, M. Doudou Montiri. Voilà, nous sommes dans un cadre inhabituel. Voilà, donc il nous reçoit chez lui, dans son bureau de travail. Et avec lui, on va plus marteler sur les dynamiques africaines et ses conséquences, ses influences dans la politique de la gouvernance emblématique du Congo. François Mazatima va nous donner comme ça des orientations, des propositions et surtout des pistes de solutions. Qu'est-ce que nous, la RD Congo, devons faire face à cette dynamique? Voilà, c'est cette thématique qui va vous permettre aussi d'en savoir plus et surtout vous aurez bénéficié de son expertise et surtout des quelques orientations venant de notre invité. Alors, avant qu'on y arrive, l'actualité oblige. Drame à Mazel-Kibala, plus de 25 morts. Vous êtes ingénieur, architecte de formation et vous l'appliquez aussi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter des pareils drames? Merci beaucoup. Ce que je pourrais d'abord dire, c'est de présenter mes condoléances les plus attristées aux différentes familles des illustres disparus, des hommes, des femmes qui se sont réveillés un bon matin pour aller chercher de quoi vivre afin de nourrir leur famille et se retrouvent comme ça, morts, et à la maison, des enfants qui attendent, les familles qui attendent, un pain qui doit venir les soirs, et c'est les cris de désolation. Les cris de désolation venant de la négligence, de la gouvernance, de l'État. Parce qu'il faut bel et bien dire cela comme cela. C'est quand même une drame de trop. On ne peut pas vivre chaque année et chaque mois ou chaque trimestre des histoires de drames dans un pays qui se veut stable. Au-delà de la guerre qui nous est infligée à l'est de la République démocratique du Congo, nous pensons que nos villes doivent être des endroits de stabilité et de paix, et des calamités de ces gens, en réalité, dans un pays qui se gouverne normalement, ne peut pas arriver. Si ça arrive, c'est naturellement une négligence, le manque de respect des lois de la République qui stipulent que l'on ne peut construire dans des zones attribuées comme des zones non édificantes. On ne peut pas lotir, on ne peut pas construire des maisons, on ne peut pas construire des églises, mais ce sont des espaces dédiés à la verdure, dédiés aux parcs, dédiés aux aires de jeu. C'est ça la réalité. Sous haute tension, on ne peut pas construire. Ceux qui construisent sous la ligne haute tension les font en toute illégalité. Parce que ce n'est pas normal d'y construire. Et ça, l'État congolais le sait. Il y a une loi qui stipule, depuis 2015 d'ailleurs, ça a été publié par le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, qui stipule que l'on ne peut pas construire sous la ligne haute tension. Il faut une emprise d'au moins 25 mètres de part et d'autre, ce qui fait au total de 50 mètres, qui doit être imposée tout au long de la ligne haute tension. Et ça, le gouvernement a failli pour appliquer une telle loi. Parce que finalement, ceux qui ont loti, ceux qui ont des parcelles sous la ligne haute tension ont quand même des certificats d'enregistrement. Ce qui n'est pas normal. Parce que s'ils ont des certificats d'enregistrement, c'est-à-dire que c'est l'État aussi qui donne.
On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et pourtant, la loi, à l'époque, cette loi était sous le ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et d'État et de l'aménagement du territoire, ainsi que des travaux publics. Voilà un peu les côtés un peu négligents de nos autorités qui n'arrivent pas à implémenter la puissance publique dans l'organisation de l'État. Et c'est tellement déplorable. Aussi, la SNEL, c'est vrai, il devait avoir à maîtriser l'entretien de ces lignes. D'ailleurs, à une époque donnée, la SNEL avait beaucoup d'équipements. Ils avaient des hélicoptères qui veillaient sur toutes ces lignes haute tension, parce que ce sont des lignes qui ont une altitude assez élevée par rapport aux autres lignes moyennes ou basse tension. La ligne haute tension est vraiment très élevée. Parce que les conséquences, aujourd'hui, nous avons vu, mais ce ne sont pas les seules conséquences. Ceux qui habitent sous la ligne haute tension, parfois, ils souffrent des maux de tête. C'est des zones très dangereuses. Parfois, des maladies inutiles, évitables, qui peuvent survenir en voulant saboter cette loi, qui, du moins, existe et aussi n'a pas été prise par hasard, par les gouvernements de l'époque. Voilà ce que nous pouvons dire dans ce sens-là. Voilà, monsieur Defi Mantintima, c'est bien bon et prodiguer des pareils conseils en tant qu'expert en matière, mais face à une population pauvre, une population qui chôme, vous savez, le pourcentage, le taux de chômage, c'est à peu près 88% de chômage que nous avons, et cette population va toujours réclamer. Manque d'emploi, nous devons travailler, la pauvreté nous guette. Qu'est-ce que nous pouvons faire si on nous déplace pour, comme ça, les orienter, c'est pas où, quel endroit, ça aussi, ça pose problème. C'est vrai, déjà, au stade où nous sommes, le mal est très profond. Ça signifie qu'aujourd'hui, il faut un investissement assez onéreux pour pouvoir déplacer ces gens-là vers des zones. C'est-à-dire qu'il faut créer de nouveaux quartiers, il faut créer de nouvelles maisons qui respectent des normes. Mais ces gens-là ont-ils des moyens aussi de s'approprier de ces quartiers-là? Ça aussi, c'est un problème. Donc, vous voyez, la pauvreté devient un cercle vicieux. Il faut attaquer les taureaux par la corne, mais nous ne volons pas la face. Il y a un problème de la gouvernance de notre pays. Et ce problème doit être résolu. Nous voulons que nous ayons des dirigeants responsables, qui amènent des politiques qui permettent aux Congolais d'évoluer. Aujourd'hui, les Congos ou les Congolais doivent avoir de l'emploi. Comment les Congolais doivent avoir de l'emploi afin de s'approprier d'un logement décent? C'est la politique du gouvernement. Dans ce sens, aucune politique claire n'est établie. Parce que, au-delà des grands investissements, mais il y a ce qu'on appelle une dynamique des petites et moyennes entreprises, qui reste la dynamique la plus forte, qui emploie aussi beaucoup de gens, et cette dynamique fait en sorte que les pays puissent avoir une classe moyenne. Aujourd'hui, pour entreprendre en République démocratique du Congo, c'est un casse-tête. Vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment à cause des surabondances des taxes. Vous verrez une très grande société qui doit payer 63 taxes. J'ai vu une société en train de se fermer au niveau de Malukula. Je crois que des sociétés qui sont là, c'était des Allemands qui ont fermé, ils avaient plus de 63 taxes. Comment on est dans un pays où les taxes fusent de partout et l'unique voie de sortie, il faut corrompre. Et pourtant, il y a des sociétés qui n'ont pas ce sens de corrompre et qui ne veulent pas faire ces sales besognes. Malheureusement, le Congo, dans sa réalité, dans sa politique, il ne crée pas des cadres où les gens doivent se développer aussi rapidement avec leurs petites et moyennes entreprises. Le cadre est tout simple.
C'est-à-dire qu'il faut revoir notre politique économique au niveau même de ceux qui créent leur petite société. Les gens qui sont des tenanciers de bars, les gens qui sont des tenanciers de boutiques, les gens qui sont des tenanciers de restaurants, les gens qui sont des tenanciers de pâtisseries, ils doivent comprendre. On doit leur comprendre qu'on ne peut pas leur surtaxer. Bien au contraire, il faut créer une politique attrayante qui permet de booster ces secteurs-là. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut que les gouvernements tapent les poings sur la table, les gouvernants de la ville tapent les poings sur la table. Il faudrait qu'entreprendre au Congo soit de moins en moins un domaine où il y a moins de tracasseries. Parce que lorsque vous montez au Congo votre société, c'est comme si vous devenez la vache à lait de tous ces fonctionnaires qui veulent à tout prix prendre de vous un petit rien. Et lorsqu'ils viennent te taxer, 70% de la taxe va dans leur poche. Je vous dis, même vous voulez faire rien que la permission pour l'autorisation des voitures. On peut vous demander par exemple $2000. Mais vous verrez que le $1500, les fonctionnaires, c'est le partage. Et vous verrez quand on vous donne les preuves de paiement, c'est seulement $500. Et en France, ça fait 1 million. Bon, quand c'est 1 million, ça paraît beaucoup. Mais la grande partie, c'est le butin des fonctionnaires. Dans ces cas de figure, vous voulez comment que les pays puissent d'abord avoir l'argent, et puis de deux, vous voulez comment que la corruption puisse cesser. Nous saluons la décision, surtout du président de la Cour, comment on appelle ça, du Conseil supérieur de la magistrature, qui a pris quand même le courage de rehausser les salaires de magistrats. Nous pensons que désormais la justice va être redorée de son blason d'or. Parce que s'ils sont mieux payés, ils ne vont plus nous demander l'argent des transports. Parce que vous imaginez, il y a des magistrats, d'ailleurs tous les magistrats, quand vous allez les voir, quand vous avez une convocation, vous n'en sortez pas, mais sans que vous puissiez vous sucer un peu. Mais cette fois-là, s'ils sont bien payés, tous ces habitudes nauséabondes qui n'encouragent pas l'évolution de notre pays seront bannis. Parce que c'est eux qui devaient être les premiers flics pour lutter contre des crimes financiers, contre peut-être des fonctionnaires véreux, pour que l'État puisse avoir de quoi investir. Aussi, cette manie de développer des taxes, beaucoup de taxes, nous voulons que ces comportements puissent disparaître, qu'on nous mette des taxes qui sont logiques, qui vont permettre aux entrepreneurs congolais, aux jeunes entrepreneurs congolais de pouvoir émerger, afin qu'au bout de 5-10 ans, nous ayons une classe dynamique, une classe moyenne de grande envergure. Voilà. Alors, la partie thématique ou la partie concernant notre actualité, on va marteler, insister du début sur la fin des émissions parce que c'est aussi un sujet d'actualité. Hein. Donc, nous assistons au coup d'État dans un bon nombre de pays africains. Et surtout, qu'est-ce que nous, la RDC, devons nous faire pour éviter peut-être le pire, hein, parce que vous savez, il faut adopter cela, il faut prendre quelle direction pour notre politique. Voilà, une dynamique africaine et ses influences dans la politique de notre gouvernance. Ça c'est en RDC. Et notre invité va donner déjà d'entrée ses propositions pour les cas de notre pays en tant que tel. Monsieur Matanti Manu, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine ébullition dans la zone Sahel. Quand nous parlons Sahel, c'est les jeunes SAD, notamment vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez la Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, vous avez le Sénégal, vous avez en tout cas le Nigeria aussi, et le Tchad aussi, la Centrafrique, ce sont des pays sahéliens. Et dans ces pays, aujourd'hui, il y a quelques pays où les jeunes sont dans une dynamique telle qu'ils veulent vraiment une indépendance maximale de l'Afrique. Parce qu'il faut comprendre, nous ne sommes pas
des pays vraiment indépendants. Nous avons une indépendance politique, mais pas une indépendance économique. Ça, c'est la démarche de Kadhafi. La démarche, je ne sais pas, parce que là aussi, c'est les États-Unis d'Afrique. Évidemment. Il a essayé et il n'a pas pu. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, Kadhafi, c'est aussi un Sahélien. Il a été aussi dans cette dynamique-là. Malheureusement, les politiques des impérialistes lui ont fait la guerre. Parce que dans ce que nous disons, on parle souvent des dessous des cartes. Il y a une politique qui est classique, mais il y a une politique qui s'appuie sur des dessous des cartes. Parce que lorsque Kadhafi était évincé, au niveau de la Libye, Kadhafi était la stabilité même du Sahel. Tout ce dynamique des gens qui avaient des armes qui pouvaient déstabiliser les autres pays, Kadhafi les contenait. Parce que Kadhafi avait les moyens pour contenir tous ces groupes parce qu'il travaillait à son service. Alors, lorsque Kadhafi est mort, c'était des hommes sans maître. C'était des gens parfois qui n'étaient pas des Libyens, mais Kadhafi contrôlait, qui avaient des origines maliennes. Mais quand c'est des gens comme ça, qui sont abandonnés, ils doivent rentrer chez eux. Alors, ils savent qu'ils ne seront pas bien accueillis. Puis, Kadhafi est parti, la Libye était surarmée. Les gens doivent comprendre que Kadhafi avait beaucoup de moyens, il avait un armement pratiquement les plus puissants de l'Afrique, parce qu'il avait des moyens. Cet armement est resté entre les mains de ces groupes de personnes. C'était un arsenal militaire à ciel ouvert que Kadhafi a laissé. Et tous ces jeunes gens qui étaient dans la stabilité, dans la sphère de Kadhafi, se sont armés. Et c'est eux qui ont venu déstabiliser le Mali. C'est comme ça que le Mali a connu ces problèmes, dont la source n'est rien d'autre qu'une décision française. Alors, combien de temps que les jeunes Africains vont commencer à subir toutes ces réalités? Pendant combien de temps? Les jeunes Sahéliens ont compris que si nous ne prenons pas notre destin en main, le pays va disparaître. C'est comme ça que trop c'est trop. La France est venue, bon, je vous apporte la solution. Avec l'opération Barkhane, on a créé les G5 Sahel afin de stabiliser la chose. 10 ans après, aucune solution. Les choses ne se font qu'empirer. À un moment donné, il y a un sursaut d'orgueil. Des cadres maliens, des véritables hommes. Par exemple, Assimi Goïta, avec 4 colonels, ils ont fait un coup d'État, mais un coup d'État salué par la population. Un coup d'État où les gens ont acclamé. C'est comme une libération. Et dans leur gestion, aujourd'hui, ces gens sont en train de maîtriser les rebelles. Ils sont en train de maîtriser les rebelles. C'est vrai, les réalités sont complexes, mais c'est déjà un débit. Un débit des solutions souveraines. Ils doivent davantage dialoguer. Comme le vent est en train de souffler dans les Sahel, les jeunes Sahéliens sont déterminés. Ça s'est passé aussi tout récemment au Burkina, où on a pillé pratiquement une gendarmerie de 50 éléments sans intervention du gouvernement. L'armée a vu que trop c'est trop. Ils ont pris des choses en main. Ils ont défenestré le président et ils sont là, ils veulent mettre une dynamique, mais une dynamique qui compte sur la réalité du monde actuellement. Actuellement, il y a un avantage. L'Occident n'est plus le seul maître du monde. De l'autre côté, vous avez la Russie, qui est aussi puissant que l'Occident. Vous avez la Chine, qui est aussi puissant que l'Occident. Donc, ce sont des partenaires aujourd'hui qui se trouvent sur terrain. Et la place de l'Afrique, non? Ce sont des partenaires qui se trouvent sur terrain que les jeunes Africains se sont servis pour pouvoir déloger les rebelles, pour pouvoir maintenir un équilibre. Maintenant, les dirigeants sahéliens ont compris que le monde aujourd'hui n'a plus la seule influence européenne. Ils ont compris que la Russie peut aussi nous apporter de l'aide. Aujourd'hui, la Russie est la bienvenue en Centrafrique. La Russie a pratiquement est pratiquement dans une très grande collaboration avec la Centrafrique. Et c'est ce qui a permis à Touadéra de pouvoir maîtriser les rebelles,
de stabiliser son pouvoir. Aujourd'hui, au Mali, les rebelles sont en train de subir des échecs à cause de cette collaboration qui reste sincère. C'est une dynamique mondiale qui est en train de se mettre autour de l'Afrique. Nous avons connu la perestroïka, le vent de la démocratie. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, ce qui arrive... Mais est-ce que la démocratie est en perte de vitesse ou comment? Il ne s'agit pas de la perte de vitesse de la démocratie. En tout cas, c'est le mon point de vue. Mais il s'agit de la souveraineté qui doit accompagner toute démocratie. Nous avons eu des indépendances, mais c'était des indépendances politiques. Mais nous n'avons pas eu des indépendances économiques. Pour avoir l'indépendance économique, ce n'est pas en diplomatie, il faut faire la guerre. Et les jours, si on ne fait pas la guerre, on n'en aura pas. Encore une génération. Ils ne vont jamais développer l'Afrique. Mais je vous dis, dans un pays, d'ailleurs, personne, aucun pays au monde n'a développé un autre pays. Tous les pays se développent. C'est un processus naturel. C'est un processus de mutation, de bataille en interne. Il y a aussi des éléments exogènes qu'il faut contrecarrer. Et les impérialistes nous amènent des éléments exogènes pour étouffer notre développement. C'est à nous de savoir jouer. Les Sahéliens, aujourd'hui, ils ont compris. C'est cela la vision de Lumumba. C'est cela la vision de Kwame Nkrumah. C'est cela la vision de Nasser, de Thomas Sankara. Et ont compris que tant que nous n'aurons pas une indépendance totale, nous serons toujours des pauvres. Dites-moi aujourd'hui quel est le pays africain qui est développé. Surtout l'Afrique subsaharienne. Rien du tout. C'est de la pauvreté. Quand vous allez à Tchad, ce sont des mouroirs. Au Burkina, au Mali, c'est la désolation. Mais ces jeunes-là sont courageux. Ils ont dit que trop c'est trop. Les Goïtas, ce sont des jeunes de notre génération, quarantaine d'années. Hein? Même au Burkina, c'est des colonels de quarantaine d'années. Hein? Nous finissons avec des vieux politiques. Vous savez, les politiciens de la vieille école, à partir de Mobutu et Etienne Tshisekedi, jusque tous ces vieux-là que nous connaissons. Mais aujourd'hui, leur politique ne peut plus développer les Congo. Comment ça? Mais ils sont dans la politique du néocolonialisme. Ils sont dans la politique du néocolonialisme, il faut aller commander aux Blancs. Ces gens-là, tant qu'ils seront là, ce seront des vassaux des Blancs. Vous voyez que tous ces politiciens, même les Martin Fayou, ce sont des vassaux des Blancs. D'abord, pour être là, c'était dans une conférence. Dans une conférence là-bas, en Suisse, tout ça, ce sont des Blancs qui les ont adoubés. Vous voyez un Blanc peut adouber quelqu'un pour venir développer les Congo. C'est ça nos dynamiques. Donc vous ne croyez plus à ça? Non, ça n'a jamais, ça ne peut même pas arriver. Ça ne portera aucun fruit. Déjà, dès Lumumba, il a dit que l'Afrique va écrire sa propre histoire. Vous voulez faire la guerre? L'Afrique va écrire sa propre histoire. Aujourd'hui, au Sahel, les jeunes gens sont en train d'écrire leur histoire. On a viré l'ambassadeur de la France. Il est parti. Est-ce que ça s'est fait depuis la nuit des temps? Virer un ambassadeur? Et puis on ne le fait rien. On ne le fera aussi rien parce qu'aujourd'hui, ils ont compris la politique du monde. Ils ont aujourd'hui, ils comprennent qu'il y a maintenant des puissances qui peuvent faire trembler la France. Parce que la France est zéro devant la Russie. Ce que vous dites là, il faut une préparation à l'interne. Non, il n'y a jamais eu de préparation. C'est aux jeunes. La liberté, ça s'arrache. Aucune liberté n'a été préparée. Aucune liberté n'a été préparée. Aujourd'hui, la guerre de l'Est. Voilà encore une aventure qui dure plus de 20 ans. Nous sommes tellement des moutons, nous les Congolais, nous ne comprenons pas les vérités de cette guerre. Mais c'est aux jeunes de comprendre que cette guerre doit terminer. Parce que cette guerre a beaucoup de sources. Il y a la source, d'abord, de la mauvaise gouvernance, qui reste pour nous le socle même de cette source. Face à un gouvernement qui n'arrive pas à apporter des solutions économiques de développement. Mais les jeunes vont s'attarder à des histoires comme des SADEF, à des histoires comme
le pillage des ressources naturelles pour créer des comptoirs dans des pays limitrophes. Déjà dans les pays limitrophes, quand tu as un comptoir, tu as moins de taxes, tu as moins de dérangements. Les jours où tu fais un comptoir ici au Congo, là, tu as tous ces fonctionnaires pourris qui viennent te demander des taxes. Il faut développer les pays aussi, non? Non, mais on ne peut pas développer les pays en détruisant l'économie de l'initiateur. On s'en fout de ton développement, on s'en fout éperdument. C'est comme ça que les gens trouvent que bon, il serait mieux pour nous d'implanter nos choses ou nos comptoirs dans des pays qui environnent la RDC. Mais c'est nous qui perdons. Parce que notre taxe, notre système de taxation fait fuir les investisseurs, fait fuir même nos propres frères, qui se retrouvent mieux dans des pays limitrophes. Ils préfèrent prendre le pays, mais aller vendre ailleurs. Si on prend tous ces torts qu'on retrouve à Ouganda, qu'on retrouve à Burundi, au Rwanda, qui dirait que ces pays ne produisent pas de l'or. Mais cet or vient de la RDC. Dedans, il y a aussi des Congolais qui ont compris que bon, peut-être vendre l'or au pays, c'est compliqué, allons vendre ailleurs. Et ailleurs, ils ont peut-être des cadres. Ce qui n'est pas du reste à encourager. Mais nous devons apporter une gouvernance de qualité qui permet aux Congolais de se développer chez eux, de créer l'économie dans leur pays, de ne pas être embêtés par des fonctionnaires véreux. Tout ça, c'est le problème de la gouvernance. Et ça, quand l'état des sièges dérange même les députés, les sénateurs, l'implication claire et nette de nos politiciens. Non, l'état des sièges, c'est une réalité qui est constitutionnelle, c'est bien. Ça, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Mais il faut aussi étudier les problèmes. Quelles sont les causes? Les causes sont endogènes et exogènes. Pour les causes endogènes, c'est ce que je suis en train de dire ici, c'est la gouvernance qui n'est pas bonne. Cette gouvernance facilite aux causes exogènes de trouver un terrain fertile. Par exemple, le mouvement de l'État islamique. Ce sont des jeunes qui sont dans le Sahel, qui sont dans la Somalie, qui ont des financements occultes, qui font de la piraterie industrielle sur le golfe du Mexique, qui viennent avec des moyens convaincre les jeunes Congolais, les convertir, qu'ils puissent devenir de véritables meurtriers dans leur propre pays, en tuant leurs propres frères. Mais parce que ces jeunes-là n'ont pas d'emploi. Ces jeunes-là sont sans espoir, à cause des mauvaises gouvernances. De l'autre côté, vous avez une dynamique de tous ces morors sahélés qui viennent de l'autre côté avec des vaches et consorts. Ces gens-là, ils ont trouvé qu'ils peuvent s'installer au Congo parce qu'il y a du pâturage. Tant que vous n'avez pas à l'interne un gouvernement, une armée ou un système de frontières qui peut repousser ce genre d'incursion, comment vous ne voulez pas que notre pays devienne la risée de tout le monde, où tout le monde peut venir s'installer impunément? Et ils viennent, ils s'installent, ils sont plus de 85 000 vers les Hautes-Ouélé, Bas-Ouélé. En même temps, ils terrorisent nos populations. Alors, qu'est-ce que nous devons faire clairement? Ce que nous devons faire aujourd'hui, avons-nous une armée forte? Il faut reconstruire l'armée. L'armée, elle est là, elle est en train de faire ses preuves. Nous devons aussi féliciter nos vaillants soldats et les encourager. Mais deuxièmement, il faut donner des moyens à cette armée. Mais cette armée, ces moyens ne peuvent provenir que de la bonne gouvernance. Il faut une gouvernance de qualité qui doit permettre de bouger notre économie. Et puis, aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer vers des dynamiques de plusieurs puissances. On ne peut pas rester des esclaves des Blancs. Pour que ces impérialistes viennent se mettre... Il y a aussi des guerres des impérialistes qui veulent notre coltan à tout prix. Comment vous voulez que nous avons les coltas, ça n'apparaît pas dans le budget? Nous avons un nouveau président de la République. Il doit nous dire où l'argent des coltans part. Parce que les coltans, c'est des minéraux stratégiques qui peuvent renflouer les caisses de l'État. Mais pourquoi on ferme les yeux? Avons-nous toujours leurs serviteurs là-bas? C'est aux jeunes de comprendre. Tant que ces histoires-là sont floues, c'est-à-dire que nous avons des gens qui ne sont pas là vraiment pour faire l'évolution de notre pays. Les jeunes Sahélais ont compris cela. C'est ça le nerf de la guerre qui se passe au Sahel, notamment au Mali, au Burkina, en Guinée.
Ce sont des jeunes gens qui ont compris ces petits jeux. Vous vous imaginez que ces gens se partagent notre pays sans notre accord. Ils se partagent nos minéraux sans notre accord. Nous sommes comme du bétail. Mais dans 40 ans déjà, ils viendront tous ici parce que les conditions climatiques, nos richesses vont comme ça les intéresser. Dans 40 ans, parce que leur milieu sera plus propice pour leur développement. Oui, mais ça, c'est ce que ça, c'est ce que vous vous dites. Vous pensez vraiment les Français vont venir ici. Vous ne voyez pas, ils ne vont pas reboiser, ils ne vont pas faire des choses pour faire améliorer leur pays. Bien au contraire, ils viennent toujours nous piller. Ce sont leurs histoires, ils sont en train de vous dire qu'ils vont fuir pour venir ici, pour que vous croyez que ce sont des gens, tout ça, tout ça. Non, ils ne viendront pas, vous rêvez. Mais ils viendront. Par contre, ces pays, il faut comprendre que notre pays leur appartient. Ils décident ici notre avenir. C'est eux qui placent nos présidents. Vous voyez que tant que nous n'avons pas de souveraineté, nous avons que des élections, des parodies. Vous pensez que si notre président n'était pas en accord avec ces gens-là, on allait lui laisser libre. On allait les tuer. Nous avons vu le président Laurent Désiré Kabila mourir, Lumumba mourir. Maintenant, les jeunes gens, nos jeunes, face à cette réalité, vous devez être conscient. Cette misère va persister tant que nous n'allons pas tuer les vraies causes. Les vraies causes existent parce que l'homme blanc, dans la charte de l'impérialisme, ils sont clairs. Nous ne permettrons jamais le développement de ces pays-là. Jamais. Aucun pays subsaharien n'est développé. Vous voyez que le Congo va être en marche. Aucun pays, il n'y en a pas. Stable peut-être oui, mais développé non. C'est comme ça que nous les jeunes Congolais, nous devons encourager cette dynamique sahélienne de ces jeunes gens, ces jeunes colonels qui ont pris leur destin en main, qui ont compris que s'ils doivent négocier de nos minéraux, ils doivent négocier avec nous. Est-ce que vous vous imaginez qu'au nord du Mali, là, la France a trouvé un gisement de minéraux extraordinaire? C'est comme ça qu'ils ont créé toutes ces guerres. Toutes ces guerres des rebelles et tout ça, 10 ans, on ne maîtrise rien. C'est pour appliquer ce qu'on appelle la politique du chaos, qui a commencé avec le départ de Kadhafi. Ils ont changé de système, il faut créer le chaos en Afrique. Mais ils doivent comprendre que, en créant ce chaos, le revers de médaille est là. Si nous, les Congolais, nous ne sommes pas dans cette dynamique, nous serons toujours dans cette pauvreté pendant 50 ans. Nous avons... Donc vous ne croyez même pas? Mais non. Moi, c'est difficile. Nous avons le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est là. Il va faire son travail, son mandat, il sera un président normal. Tant que c'est un homme qui est en bon terme avec les impérialistes, oui. Mais vous avez la volonté, mais vous avez aussi un cahier des charges que les impérialistes. Mais la diplomatie, tout le voyage du président de la République, c'est pour harmoniser, c'est bien, mais ces partenaires, il y a aussi la modélisation. Est-ce que ces partenaires, écoute, est-ce que ces partenaires extérieurs lui considèrent vraiment comme un président? Vous pensez vraiment les États-Unis considèrent nos présidents comme des présidents? Des présidents africains. Mais pourquoi vous n'êtes pas des présidents? Vous êtes nos marionnettes. C'est la vérité. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut qu'on dise la vérité aux jeunes Africains, aux jeunes Congolais. Aucune considération. Vous croyez vraiment Macron, quand il est avec Félix, il peut croire que Félix est son égal? Vous êtes dans quel pays? Mais nous sommes leur... Ils nous considèrent comme du bétail. Parce que quand vous mais quand vous êtes dans un pays où les gens font des réunions pour partager vos propres richesses, ils prennent vos coltans, vous êtes incapable de les mettre dans les budgets. Ça n'apparaît pas parce qu'on vous dit, ça là tu ne mets pas. Si c'est sérieux là, si ce sont des présidents sérieux, nous voulons voir l'argent du coltan dans notre budget. Si c'est vraiment des présidents, ils sont vraiment des présidents. Le véritable test, il faut que l'argent du coltan apparaisse dans les budgets. Et là, nous dirons que vraiment, désormais, nous avons des présidents. Ils font et défont comme ils veulent. Ils ont leur carnet d'adresse, leur calendrier.
Les pays que nous voyons, les Congo subsahariens, ce sont pour eux, ce sont leurs domaines. C'est leurs ressources. Ils prennent, ils pillent. Comment nous pouvons atteindre l'indépendance économique? Mais c'est là où vous voyez, je vous parle des Sahel, leurs influences. Vous êtes toujours passé par cette voie-là. Je vous dis, il faut faire la guerre, ils font la guerre. Ils font la guerre maintenant. Ils sont là, ils sont en train de jouer entre les puissances. Aujourd'hui, la Russie est là, en train de soutenir avec, comment on appelle ça, Wagner qui vend des services privés, parce que c'est quelqu'un qui vend des services privés. En même temps, la Russie a envoyé des formateurs pour former les militaires maliens, afin d'équilibrer les forces. Faire la guerre au moment où vous n'avez même pas votre satellite? Ce qu'il faut comprendre, lorsque vous démarrez une guerre au départ, il faut aussi se préparer. Ah oui. Dans cette dynamique, lorsqu'on vous forme, vous êtes avec ces gens, il faut savoir maintenant négocier. Il faut qu'autour de vous qu'il y ait des personnes très stratégiques qui pensent. Nous avons la France qui nous a cochonné, maintenant nous avons la Russie avec qui nous collaborons. Mais dans cette collaboration, pour que nous soyons des mains stables, voici nos exigences. Le problème, c'est que les satellites, ce n'est pas seulement la Russie qui peut vous donner ça. Mais vous devez vous mettre dans une dynamique et nous en avons besoin. Et nous devons lancer la nôtre. Il y a d'autres pays aujourd'hui vers qui nous pouvons nous tourner. Il y a des grands partenaires. Le monde est rempli des pays qui émergent. Vous avez la Chine qui est en train d'émerger, Taïwan aussi à la technologie, vous avez le Singapour, vous avez beaucoup de pays, le Japon. Ce sont des partenaires. Si au niveau de la guerre, nous avons de l'armée, nous avons par exemple la Russie. Au niveau par exemple de la technologie militaire ou de la technologie, nous pouvons avoir des partenaires comme les Japonais. Mais le problème c'est que, au-delà de tout, c'est à nous aussi de développer notre industrie militaire. C'est-à-dire dans cette dynamique, il ne s'agit pas d'aide seulement parce qu'on doit vous donner, mais vous pouvez envoyer des Congolais être formés, des scientifiques congolais être formés. Il faut aussi créer des écoles de formation dans des domaines variés, de lendemain, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il faut créer des universités. Il faut que nous pouvons sortir des sentiers bâtis avec des programmes. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, mais si nous avons notre indépendance, au bout de 10 ans, on peut l'atteindre. Vous savez, l'impérialiste vous interdit même. Ces gens-là vous interdisent même de frayer des bonnes écoles. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous sommes étouffés. Étouffés. Non, vous ne pouvez même pas développer une industrie militaire. Que nous voulons créer des armes. Ils viennent donc, on vous a dit de faire ça. C'est ça avec. Si nos présidents sont des garçons, ils n'ont qu'à créer une industrie où nous fabriquons des armes automatiques. Parce que c'est possible. Si vous mettez les Congolais dans une dynamique de recherche, ils peuvent le faire. Et nous leur demandons de le faire. Vous verrez qu'ils ne feront pas. Parce qu'ils ont les mains liées. Mains liées, 60 ans après, mains liées. Nous ne sommes pas indépendants. Politique, oui, nous pouvons nous décider, oui. Économique, non. Il y a des choses qu'on interdit à nos présidents de faire. Et ils obéissent à la lettre. Il faut que les jeunes Congolais, à partir de ces messages, comprennent cela. Donc l'Orient a même raison. Mouvement panafricanisme. Mais le Sahel, c'est un mouvement panafricaniste. Est-ce que vous comprenez que Mali, c'est le pays déjà des panafricanistes? J'oublie un peu les noms avec leur ancien président, qui est avec Nkrumah. Les noms vont venir. Les Nkrumah, les Nasser, hein? Modibo Keïta. C'était des grands panafricanistes. Et c'est cette dynamique que ces jeunes sont en train d'écrire l'histoire de l'Afrique que Lumumba a prédit. Vous savez que c'est nous qui ne respectons pas Lumumba. Lumumba est respecté dans toutes ces zones-là. Pourquoi? Savez-vous que... Mais vous savez... Savez-vous que quand vous allez à l'Union africaine... Notre enseignement aussi, ça pose problème, notre programme. Mais c'est un programme qui doit être revu dans le cadre de développement. Nous avons des programmes de sous-développement. Du point de vue idéologique, il faut nous endormir. Vous parlez de Lumumba, alors que si vous comprenez Lumumba, vous allez un jour
compliquer les plans. Ce n'est pas Non, dans votre programme, ce n'est pas inscrit, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça le monde que vous allez étudier. Mais c'est ça qui est aberrant. Comment dans un pays comme le nôtre, quand je vois les cahiers de mes enfants, on étudie l'histoire de l'Europe. On parle moins de Lumumba. Vous allez étudier Charles Quint. Mais nous avons des présidents, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à changer. Mais s'ils sont de véritables garçons, qu'est-ce qui leur interdit de changer l'histoire? Ils n'ont pas les mêmes. Il faut toujours avoir l'autorisation. Ah mais oui, mais s'ils sont des garçons, pourquoi ils ne changent pas? Nous disons que nous sommes indépendants. Changeons aussi l'histoire de la formation de nos enfants. Vous voyez? Quand je vous dis que nous n'avons pas de président indépendant, c'est ça la vérité. Si c'était facile, ils allaient déjà faire. S'ils ne le font pas, c'est que ce n'est pas facile. Ceux qui sont incapables, on les a dit, non, ne faites pas. Que les jeunes se réveillent. Parce que le développement, ce n'est pas le président de la République qui va amener ça. Ce ne sont même pas ces députés. C'est nous. Cette génération qui sera sacrifiée, c'est nous. Ils ont déjà leur argent, ils ont déjà vieilli. Nous sommes pauvres. L'histoire jugera. Qu'est-ce que notre génération a fait? L'histoire nous jugera. Nous faisons aussi le travail de réveiller la conscience de ces jeunes. Voilà les jeunes sahéliens. Bravo à eux. Ils ont compris. Il y aura des conséquences aussi. Il n'y a pas de bataille sans conséquences. Lorsque les États-Unis ont chassé les Anglais, les gens sont morts. C'est la guerre. Vous voyez quoi? On va vous donner le développement dans un plateau. Ah non? Vous vous trompez quoi? Vous avez vu ça où? Il faut voir l'histoire des États-Unis. Il faut voir l'histoire de la Chine, la marche que Mao Zedong a fait. Il a conçu la Chine avec les cadavres chinois. Votre mouvement citoyen, pour terminer, de son fond, qu'est-ce que vous faites de vos jeunes? Ça aussi, ça pose problème. Mais non, le président, il est là, il est en train d'éveiller ces jeunes. Aujourd'hui, on est à la télé, on éveille. Les jeunes de personnes, au fond, ce sont les jeunes congolais. C'est une dynamique qui nous permet aussi panafricaniste. Parce que nous voulons une vision maximaliste du développement de l'Afrique. Mais quand on expose le leader comme ça, vous n'aurez pas de problème. On va vous éliminer, non? Les Blancs n'aiment pas ça. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. Mais vous voulez la guerre. Vous voulez faire la guerre. La guerre, ça ne signifie pas qu'il faut avoir seulement des armes. Il y a une guerre d'idées aussi. Il y a une guerre de pensées. Mais ils vont vous combattre. Mais c'est naturel. L'éveil de conscience, comme ça là. C'est naturel de faire les combats. C'est naturel. Ou tu dois vivre, ou tu meurs. Mais mourir avec honneur. Il ne faut pas mourir comme une bête. Les gens nous traitent comme du bétail. L'Afrique, toutes les richesses leur appartiennent. Qu'est-ce que vous voulez? Ils décident sur notre avenir. Ils décident sur notre éducation. Voilà, l'éducation détruite un projet bien ficelé. Mais ils nous financent. Le financement, est-ce que le Congo, avec toutes ses richesses, a besoin d'être financé? Nous avons les quotas. Ils vous donnent à gauche, ils retirent à droite. Ils créent des ONG là pour financer, pour faire quoi? Ce sont des histoires de renseignement. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, en termes de conclusion. Nous nous adressons aujourd'hui aux jeunes Congolais. Il est temps de nous libérer. Nous avons connu nos pères de l'indépendance, se sont battus pour l'indépendance politique. Mais l'indépendance économique, nous ne l'avons pas jusqu'à aujourd'hui. À telle enseigne, même dans les enseignements de nos enfants, nous étudions l'histoire de l'Europe. Et Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Mobutu et Etienne Tshisekedi, nous n'avons pas de livres dans nos écoles qui parlent de ces gens-là. Et pourtant, c'est eux qui sont notre histoire. L'histoire de nos pères africains qui se sont battus pour que tout le Congo, tous les pays de l'Afrique profitent de l'indépendance. Cette histoire est occultée. Parce qu'on ne nous a pas dit pourquoi ils se sont battus. Il est temps, comme les jeunes sahéliens, de se lever, de se réveiller comme un seul homme, afin d'exiger cette indépendance économique. La vie n'est pas un cadeau. Mais la vie, on mérite ce qu'on a. À un peuple majeur, on donne ce qu'on donne. Mais à un peuple mineur, on les traite comme un enfant. Aujourd'hui, nous sommes infantilisés à cause
de notre manque de personnalité. Il est temps, surtout notre génération, de prendre les choses en main. Comme les jeunes sahéliens, aujourd'hui, vous voyez le Burkina, le Mali, où les jeunes ont compris les véritables enjeux qui bloquent le développement de leur pays. Il est temps aussi aux jeunes Congolais de comprendre quels sont les enjeux qui bloquent notre développement, et nous allons nous mettre autour d'une table, nous ces jeunes qui avons compris, les jeunes de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, nous comprenons nos difficultés. À ce moment, nous parlerons le même langage. Ces jeunes qui sont dans des rébellions, dans les ADF, ce sont des jeunes qui sont dans les désespoirs. Il est temps que nous exigeons des vraies politiques économiques qu'on nous a privées depuis la nuit des temps. Que ces politiques soient désormais appliquées pour que nous devenions une nation digne de nom. Il faut que le président africain soit regardé président au même titre qu'un président européen. C'est possible, tant que nous n'allons pas vendre notre personnalité. Il faut changer le paradigme, changer notre histoire. Lumumba a dit, l'histoire de l'Afrique sera écrite avec les enfants africains. Il est temps d'entrer dans l'histoire. Il est temps d'entrer dans notre histoire, parce que nous avons une histoire. Mais il est temps de nous approprier cette histoire afin de développer notre pays en particulier et l'Afrique en général. Je vous remercie. Voilà, vous l'avez bel et bien suivi. C'est le tout premier numéro de l'année 2022, Grand H. Nous avons reçu pour vous, M. Ndéfi Mantantima. Il est président de ce grand mouvement citoyen de son enfant, et en même temps architecte. Je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, et nous allons vous demander de suivre la rediffusion demain samedi à 9h. Merci à Moron Jambé et Alain Kabongo. Merci à nos exploitants, Bruno Dinga. Ciao, à la prochaine. Tout le monde se vous aime.